souverain, estimé à plus de 100 milliards de dollars. Le Qatar, c'est l'histoire d'un petit pays à peine plus grand que la Corse, assis sur d'énormes gisements de gaz et de pétrole. On se bat pour travailler là-bas. 1,8 million d'habitants, mais seulement 200 000 Qataris. Avec son fonds souverain, le pays investit massivement à l'étranger. En France, Doha possède le club du PSG, des immeubles sur les Champs-Élysées ou Place Vendôme, mais aussi des participations dans de grandes entreprises comme Vinci. Au-delà de l'affichage, qu'est-ce qui est visé? C'est vraisemblablement une forme d'entrisme quand même sur le plan économique dans les pays occidentaux. Et puis, pourquoi pas, une politique à long terme via les communautés musulmanes en Europe, effectivement, pour dessiner un certain nombre de stratégies qui iraient dans le sens d'un islamisme politique qui se voudrait modéré. Le Qatar, c'est aussi Al Jazeera, une arme de communication massive auprès des pays arabes, une chaîne de télévision qui couvre le monde entier sauf le Qatar. Car au Qatar, point de démocratie. Un comble quand on sait combien le pays a soutenu les révolutions arabes. Le Qatar a eu une remarquable intelligence géopolitique en essayant de préempter les attendus du printemps arabe et notamment de faire une quasi-OPA sur ce qui est le devenir politique du printemps arabe, qui est l'islamisme politique. Un islamisme modéré qui séduit les pays occidentaux, à l'opposé d'un salafisme plus radical soutenu lui par l'Arabie saoudite. Entre les deux frères ennemis, la concurrence est rude. En attendant, c'est le Qatar qui a gagné l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Cette nuit en Floride, Barack Obama et Mitt Romney se sont à nouveau affrontés en direct. Ce troisième et dernier débat avant l'élection présidentielle du 6 novembre prochain n'est pas décisif en ce qui concerne le choix des électeurs. En effet, le thème traité, la politique étrangère, n'est pas vraiment le cheval de bataille des Américains. Peut-être une piste pour expliquer l'absence dans ce débat de dossiers importants comme le conflit israélo-palestinien. Voyez cette analyse signée Rebecca Danauer. C'était leur dernier bras de fer en direct devant des millions de téléspectateurs. Mais en réalité, Barack Obama et Mitt Romney se battent surtout pour les 900 000 électeurs encore indécis. Au menu du jour, la politique étrangère avec un Barack Obama résolument offensif. La guerre froide est terminée depuis 20 ans. Vous avez mentionné la Navy, le fait que nous avons moins de navires aujourd'hui qu'en 1916. Eh bien, gouverneur, nous avons aussi moins de chevaux et de baïonnettes. Simplement parce que notre armée a changé. Nous avons aujourd'hui des choses appelées porte-avions sur lesquelles les avions se posent. Pour autant, les deux candidats sont à l'unisson sur de nombreux sujets comme le recours aux drones dans la lutte antiterroriste ou le non à la nucléarisation de l'Iran, histoire de ménager les électeurs juifs. Mais cette harmonie a des limites. Exemple, le budget militaire. Pas question d'y toucher pour Romney, qui ne peut ignorer que la crise va imposer sa propre logique de rigueur. Une crise qui est au cœur du débat, à juste titre, estiment les experts en politique américaine. Les Américains ne s'intéressent pas vraiment à la politique étrangère. La priorité actuelle est la survie économique tout court. Voilà ce qui préoccupe les Américains. Et c'est pour cela que Romney fait ce que Obama fait depuis un moment. Déjà en affirmant que la vraie menace politique qui pèse sur les États-Unis est la faiblesse sociale et économique du pays. Pour séduire les électeurs, Mitt Romney mise donc sur les promesses économiques. Il y a deux chemins possibles. L'un est celui du président qui, au bout de 4 ans, nous conduira à une dette de 20 000 milliards de dollars et nous mènera sur le chemin de la Grèce. La voie empruntée par le président, c'est 20 millions de personnes qui cherchent un boulot. Je créerai 12 millions d'emplois. Au final, la victoire pourrait se jouer sur quelques votes dans les États indécis. Dans beaucoup de ces États, la bataille fait rage autour du vote des latino-américains, qui pourrait faire la différence comme il y a 4 ans. Mitt Romney s'est débrouillé pour perdre les voix de ses électeurs qui vont gagner en importance dans les années à venir, en leur suggérant de se déporter eux-mêmes. Mais même pour Barack Obama, le vote des latinos n'est pas gagné d'avance, estime Joseph Bramel. 30% d'entre eux vivent au-dessous du seuil de pauvreté, un fossé social qu'Obama n'a pas réussi à combler. Et pour en savoir plus sur cette élection présidentielle américaine, rendez-vous sur notre site internet. En cette période de crise, il n'y a pas que les pays en difficulté qui appellent à l'aide. Aujourd'hui, c'est le commissaire européen chargé du budget, Janusz Lewandowski, qui a demandé aux États de l'Union un petit coup de pouce financier. Il s'agit d'une rallonge de près de 9 milliards d'euros. Un bon nombre de programmes de la Commission européenne sont en effet menacés de disparition en raison des restrictions budgétaires.
Et parmi eux, le bien connu Erasmus. Ce programme d'échange universitaire européen pourrait être sacrifié sur l'autel de l'austérité. Si l'aide demandée n'est pas versée, les bourses des étudiants ne seront pas payées à Noël. Arte Journal s'est rendu en Espagne, la destination préférée des étudiants, et de Lucie aussi, une jeune Française venue étudier